Ce sera parfait pour mon documentaire. Ton documentaire? De quoi il parle? De quoi il parle? Je préfère ne pas le dire tant que ce n'est pas fini. Et c'est pour bientôt. Depuis 20 ans, je lis beaucoup, je vois plus beaucoup de films, mais je lis beaucoup. Et là, je suis complètement accroché avec Joseph Conrad, L'Angine, etc. J'ai lu toute son œuvre, quoi. Donc je suis dans la foulée de Conrad. Donc je propose au WIP, à ce moment-là, et à la Communauté française, un film qui est une sorte de pèlerinage littéraire sur les traces de Conrad en Malaisie. Traces que je connais, voilà. Et puis en cours de route, je décide de chercher un aventurier conradien, de type conradien, c'est-à-dire un personnage très fort, très volontaire, mais qui en fin de parcours prend un coup dans les tibias et s'affaisse, quoi. Donc c'est à peu près tous les personnages de Conrad sont comme ça. Et donc, je cherche, je l'ai cherché pendant 3 mois en Asie du Sud-Est, mais je l'ai trouvé. Et donc j'ai fait un film, j'ai simplement suivi l'aventurier, quoi. À qui il arrive une histoire totalement conradienne. Lah kapal ikan pakai tunda susah dibandingkan tunda. Lebih baik saya pasang layar ikut angin timur ke sini. Lebih dekat. Okay. Kalau ada drone tak tenggelam lagi, saya pasang layar saja ikut angin timur. Bisa dekat. Angin kencang. 15 juta. Bercanda. Kasih gaji kecil supaya bisa membeli hidup tinggi. Itu kamu bisa balasan Tuhan nanti mati. Silakan ke neraka. D'abord, en fait, le titre de travail, ça s'appelle Le Compagnon Secret, qui est un bouquin de Conrad. C'est une nouvelle de Conrad, courte. C'est l'histoire d'un capitaine au long cours qui recueille un naufragé sur son bateau, mais qui doit cacher ce naufragé parce qu'il a commis un meurtre sur un autre bateau, et donc il lui donne ses vêtements, donc il y a une espèce de jeu de reflets en fait. Et donc, pour moi, le personnage de Anna Kelana, c'est le reflet que je cherche, en partant à la recherche du personnage de Conrad. Je cherche mon reflet, je cherche ce personnage, ce genre de personnage que je voudrais être, puisque avant de faire le film, je me demandais, moi, si j'allais, oui ou non, faire construire un bateau en Asie du Sud-Est. Et par ma lâcheté habituelle, j'ai plutôt fait un film. Et alors, donc, mais je partais donc à la recherche de ce personnage. Le fait est que par rapport à la question de la fiction et du documentaire, il est un fait qu'on sent constamment la présence de l'équipe de tournage, puisque je la filme même à certains moments dans le bateau. Hein. On sent les tensions. Ça veut dire que ce documentaire, il navigue, c'est le cas de le dire, il navigue en fait sur une tension qui est une tension entre l'équipe de tournage et le personnage principal, le personnage du film. Vous parliez à propos de ce film-là, d'un film entre le documentaire et la fiction. Ouais. Et vous avez réemployé les mêmes termes à propos du film sur Simenon, Ouais. Les gens d'en face. Ouais. Où se situe le... Enfin, il y a en tout cas quelque chose de commun entre ces deux films-là, qui se situe bien à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'équipe de tournage, et moi en particulier, je fais partie du voyage. Donc je fais partie de la tension du film. Et sur le film en Russie, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est aussi la recherche d'un reflet qui, au départ, est Simenon, dans ce cas-là, quoi. Mais c'est aussi la tension avec la guide, et notamment la tension entre Léon Michaud et la guide, ou moi et la guide, qui fait le film. Parce qu'à certains moments, et c'est là que je laisse une intervention
qui en dit long sur mon ego, quoi, que j'aurais dû couper au montage normalement, et où la directrice du musée de littérature, en présence de la guide, où on est en train de s'engueuler là, et elle parle de la compassion chez Simenon, et je crois qu'elle parle de notre compassion, et je dis vous parlez de notre compassion, et ça veut dire que soudain je me prends pour Simenon, et je prends même qu'on est plus important que lui, puisqu'elle dit non, c'est pas de vous qu'on parle, c'est de Simenon, enfin. Ça je l'ai laissé, quoi. Et ça, c'est voilà, mais je montre une faiblesse, quoi, un morceau de la faiblesse, quoi. Parce qu'on voit du sang sur les mains des bouchers sur le marché, c'est un film anti-ukrainien. Non, c'est parce que tu choisis. Non, mais je pense qu'il y a des choses que tu... C'est un peu comme Sonia, en fait. Il y a des choses que tu ne veux pas voir. Et il suffit dans un scénario qu'on mentionne quelque chose qui est la vérité, parce qu'on ne fait pas des images fausses, on filme ce qui existe. Pour que tu réagisses d'une manière très fermée. Tu sais, tu as un mais tout le monde choisit. Oui, c'est bien toi, sûr. Toi, tu choisis en fait de bien certaines choses qu'on ne peut pas voir. Bien sûr. Simenon, il a filmé des mendiants, c'était mal vu. Nous, on filme des mendiants et tu n'aimes pas non plus. Non, je ne le dis pas. Je dis que tu ne choisis que ces plans. Donc dans le film, en fait, on a tourné ensemble pendant plus de 30 heures et tu penses que la majorité de ce qu'on a tourné, c'était des choses négatives sur l'Ukraine, sur Odessa. On est resté 30 heures de tournage ensemble. On parlait de Ronde de nuit. C'est un film que vous aviez dédié à Henri Storck. Et puis vous avez réalisé 2 films sur Paul Meyer. Finalement, quelle est la référence, je dirais, pour vous? C'est plutôt Storck ou plutôt Meyer? Parce que même s'il travaille sur des choses sensibles, c'est pas vraiment le même cinéma. Storck, c'était... je ne me reconnais pas... sauf le film sur les 4 saisons que je trouve assez formidable, mais enfin, je ne me reconnais pas forcément dans Storck, parce que je me reconnais plus dans La Fleur Maigre de Meyer, mais enfin Meyer c'est autre chose, parce que Meyer on a été très proches, on s'est connus pendant des années, quoi. Parce que j'étais son producteur aussi sur son dernier film qui est inachevé, quoi. J'étais le dernier bastion, il n'y avait plus que moi, c'est moi qui s'est engueulé parce qu'il n'y avait plus que moi, donc il fallait bien. Mais on a été très proches avec Meyer, très proches, quoi. C'était un ami, Meyer. C'était un ami. En 1994, déjà s'envole La Fleur Maigre est redécouvert en France et fait l'unanimité de la critique, ce qui permet à Paul Meyer de commencer, à l'âge de 80 ans, le tournage d'un second long-métrage. Petite action. Attends, excuse-moi, hein. Oui, je vais te mècher, hein. Un moteur. Donc le film, en fait, le film de la coproduction, quoi, de la coprod, c'est La Mémoire aux Alouettes. C'est Paul Meyer et La Mémoire aux Alouettes. Donc c'est là où on le voit en Italie, etc., quoi. Bon. Ça, c'est le film. Et puis, en fait, Paul est décédé le jour où le film passait au FIF, le jour soir. Meyer devait venir au FIF, donc moi je l'ai invité au FIF. Le soir même, au moment où, à minuit, on était en train de parler de Meyer dans le chapiteau, un bar, après le film, et à ce moment-là, il venait de mourir, ou il allait mourir, mais c'était au même moment que ça s'est passé. Et donc moi, il me restait en fait des interviews sur La Fleur Maigre, notamment, où il raconte la manière vraiment précise dans laquelle il travaillait, des choses comme ça. Donc tout de suite, sans l'avis des coproducteurs, j'ai repris la matière restante, et j'ai fait alors des choses sur les interviews avec Meyer, où on est dans un langage plus radical. C'était uniquement pour que cette matière existe, quoi. Et d'ailleurs, j'ai rentré ce deuxième film, WIP à l'RTBF et à l'RTBF, en disant vous êtes des coproducteurs,
Ils l'ont jamais passé, et en plus, ils ne sont même pas dans leurs archives. Ce n'est pas répertorié, les archives du WIP, par exemple. Mais en fait, ça existe. Je vais plus loin, je dirais, dans l'histoire de la mémoire aux Alouettes, dans la mesure où je livre en vrac des données. Elles sont dispersées dans le temps et dans l'espace, et c'est le spectateur qui refait, comme la mémoire le fait, un tri. Elle refait aussi une cohérence, et de là, dans son dialogue, je dirais, avec ce qui se passe sur la toile, il refait alors l'ensemble du film. Mais ce film est enrichi par son propre rapport. Est-ce qu'on a cette conscience-là, finalement, quand on fait du documentaire, que chaque fois qu'on met la caméra en marche, non seulement on fait un film, mais on fait déjà des archives pour le futur? C'est-à-dire que la conscience de ça, c'est maintenant qu'elle est là. Je ne l'avais pas avant. Pour moi, je faisais un film et puis je passais au suivant. Et puis, il y a très peu de temps, pour deux raisons. D'abord parce que la conscience de l'importance des archives, y compris l'importance financière d'ailleurs, a émergé il y a, je ne sais pas, moins de 10 ans, je crois. Enfin, ça a émergé à un moment donné, quoi. Au début des années 2000 ou un peu plus tard, il y avait ce matériel, quoi, la matière tournée, quoi, les images, quoi. Et puis parce que moi je vis. Et donc si quelque chose de moi survit, tant soit peu, ça sera qu'un film, ce sera ça, ce sera le film, ce sera pas moi. Enfin, je veux dire. Donc c'est pas simplement survivre. Je crois que pour les auteurs, créateurs, le film est plus important que nous, quoi. Enfin, je veux dire, moi ce que j'aime, c'est que les gens voient mes films, c'est pas qu'ils me voient moi. Et qu'ils les voient quand vous les faites, mais ils peuvent aussi les voir 20 ans après. Bien sûr, surtout, parce que je pense que Ronde de nuit, c'est maintenant que le film... J'ai commencé à me battre pour ce film en 2013, en fait. Début 2014. J'ai décidé qu'il fallait que je me batte pour Ronde de nuit. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, quoi. Ah, t'es pourri, t'es. On ira les deux à Carnaval. Ils n'enverront pas ça en Allemagne, hein. C'est vrai que tu fais miner ta jambe. C'est vrai? C'est ce que tu m'as dit l'autre jour. Pourtant, Jules, il a dit l'autre jour à Jeanne qu'il te le faisait jamais. Aïe, il a trop gros ventre. Maintenant, on va parler de la grosse. Eh, faut pas rougir pour ça, hein. Ah, tu dis que Jeanne est grosse? Ah ben, je vais lui dire. Il casse le lit. Moi, quand j'ai tourné Ronde de nuit, je savais que ça foutait le camp. Et les ouvriers le savaient aussi. Moi, je crois que ça allait mettre 15 ans, ça en a mis 30. Mais une fois... Alors, quand j'ai fait le film est totalement tourné dans la perspective de cette disparition-là. Les images sont des images qui disent ça va disparaître. Les pas sur le sol, les traces... Ça insiste constamment pour ça, quoi. Et en 83, j'ai senti les prémices de ça avec cet ouvrier sur le four qui lui dit qu'il tient à quelque chose à son poste. Et effectivement, le désœuvrement de l'usine, c'est encore pire que l'usine, puisque c'est des suicides d'ouvriers, c'est 30% de couples qui se séparent, c'est une catastrophe, c'est de la casse sociale, comme on dit, quoi. Mais ça laisse les gens complètement... En plus, les ouvriers sont honteux de ça, donc c'est ça qui est terrible. Donc le film, il leur rend hommage. L'hôpital Espoir et beaucoup d'autres institutions. Nous avons distribué avec l'aide de Food for the Poor. Après la catastrophe, on a pu remarquer que nous sommes tous pareils. Il n'y avait pas de noirs, de mulattes,
de riches, de pauvres, d'intellectuels ou quoi. Il n'y avait que des hommes, que des humains qui souffraient et qu'on ne pouvait rien faire pour eux. Et les gens buvaient dans le même verre facilement. On se côtoyait, on se parlait. Il y a quelque chose qui doit rester dans tout ça. Quand je vais à Haïti la première fois, je vais avec Agnès Lejeune, qui en fait veut faire un film sur la coopération et ses embûches. Bon, moi je peux me greffer, elle me propose, Agnès me propose à ce moment-là, on se connaît bien Agnès, elle me propose à ce moment-là de l'aider dans ce film. Donc finalement, le repérage du premier film, qu'on fait 3 mois avant le tremblement de terre, à Haïti, c'est Agnès Lejeune et moi qui le faisons. Et puis, voilà, on revient de là, on monte le film existe, il revient, le film, comme il est coproduit par Arte Belgique, est un grand consensus, tout le monde aime ça, etc. Il n'y a pas de problème avec ce film, c'est un des films qui a le mieux marché, c'est le seul pour lequel j'ai eu vraiment des droits d'auteur, en fait. Et puis, à ce moment-là, moi, je projette un deuxième film. Ce qui a toujours été mon principe quand j'étais dans certains pays, c'est de taper sur le clou, parce que plus on y est, mieux on est, plus on est la personne qu'il faut au bon endroit pour faire quelque chose. Puisqu'on commence à connaître un petit peu, on est un peu moins ignorant de ce qui nous entoure, quoi. Donc je propose le film suivant, et puis à ce moment-là arrive, pendant que je tourne la fin du film, pendant que je monte la fin du film, ça vibre de partout. Et c'est la rumeur, on appelle ça la rumeur. Mais elle a été mise en place très précisément, très précisément. Et elle dit, regardez, il y a cette fille qui a abusé par le film de Jean-Claude Régat. Donc partout, c'est inondé en fait de trucs contre moi. Il n'y a qu'une personne qui est au courant de rien, c'est moi. Je ne sais rien. Et Agnès ne le sait pas non plus. Et la rumeur, c'est un truc terrible, parce que si tu cries, tu l'amplifies. Si tu ne dis rien, on te montre du doigt. Ce que je trouve en Haïti qui n'en manque pas, les gens sont là, ils espèrent, ils ont beaucoup d'espoir. Mais paradoxalement, ils ne sont pas positifs. C'est rare de trouver un Haïtien demande du bien pour Haïti. Ils sont tous là, que la foudre emporte Haïti, que la mer emporte Haïti, que le tonnerre emporte Haïti. C'est toujours comme ça. C'est rare qu'ils disent que Dieu bénisse Haïti, ou bien je vais travailler pour changer Haïti. Ils demandent toujours que des malheurs pour Haïti. La rumeur, elle portait sur quoi? Sur le fait que le film était quoi? Le film était filmé à son insu. Elle ne savait pas qu'elle était personnage du film, alors que j'ai un contrat avec elle où c'était tout à fait... De toute façon, quand on voit le film, on se dit bien que c'est pas possible. Il y a des caméras cachées dans la voiture. Elle ne sait pas. Donc je pense qu'elle n'a pas toujours eu le même discours par rapport à tout le monde. Mais en tout cas, après je suis allé à Paris, moi j'ai montré 2 fois ce film à 6 mois d'intervalle à la communauté haïtienne de Paris. À la première fois que je l'ai montré, il y avait dans la salle un gars qui n'était pas un Haïtien qui m'a attaqué sur les caméras dans la voiture. Comme c'était à la SCAM Paris, la salle de la SCAM Paris, et que c'est plein d'auteurs, il y a des gens qui... j'ai pas eu, moi, à me défendre. Les gens disent, enfin, s'il y avait une caméra cachée dans cette voiture, on n'aurait pas cette prise de vue-là. C'est impossible d'imaginer ça. Et puis, 6 mois après, j'ai repassé à nouveau le film devant la communauté haïtienne, mais là c'est fini. Apparemment la rumeur, à la SCAM à nouveau, quoi. Mais là j'ai plus eu de quoi. Donc ça c'était quand même apaisé, quoi. Et comment est-ce qu'une rumeur de sur ce point-là peut parvenir à être crédible, puisque dès qu'on a vu le film, on se rend compte que ce n'est absolument pas crédible? Non, justement. Parce qu'il y a des gens qui ont vu le film, une amie par exemple, une vieille amie, quoi, qui a vraiment quelqu'un qui a une bonne éthique, qui n'a pas peur des mots, qui... elle avait vu le film, elle m'avait félicité pour le film, elle était au parc, etc. Retournée. Elle bascule. Maintenant, je l'ai revue. Elle a compris. Hein, pas que je me sois fâché sur elle. Je l'ai revue. Et donc, mais alors là, elle s'était complètement excusée. Mais avant ça, déjà. Elle a fait marche arrière. Elle a dit, je suis désolé.
Je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis laissé emporter. C'est vrai, c'est une rumeur, il n'y a rien, voilà, machin. Mais elle a quand même... non, la rumeur, c'est un truc fou, parce que ça emporte, tu vois. Moi, je suis sociologue, en plus, j'ai étudié la rumeur d'Orléans, un truc comme ça. Tu sais rien faire. Tu sais rien faire. Bon, je prends 1 Thessaloniciens, chapitre 5, moi-même, là. Je prends 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Ok, d'accord. Je prends 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Maintenant, je viens chercher. Un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts Christ ressusciteront premièrement. Pour combien de temps? On va passer un chiffre de perfection. Avec Christ, côté le va y tout là. Les retourner Kounia personnellement là. Les toutes bagages fin bail. Qu'on a pas poser pied là. C'est Zacharie chapitre 14. Sur les montagnes des Oliviers pour la sauver les Israéliens. Quel est ça? Moi, elle fait perfection. Chiffre. 7 ans de perfection. Après 7 ans. Après. Où sous terre là? Bible va dire. Ah ben, comme si Bible va dire. Attends-moi, regardez. Est-ce que le fait d'accumuler les expériences ne permet pas justement d'être plus spontané parce que la maîtrise, elle est comme sous-jacente? Oui, c'est ça, elle peut être un peu inconsciente. Mais ce qu'il y a, c'est que je tourne beaucoup, quoi. Donc, ça me permet de suivre mon intuition sans que ça pose un gros problème, tu vois, ou de choix, par exemple. C'était en fiction ou bien dans un documentaire bien. Oui, je fais ça ou je fais ça. Moi, je fais les deux, quoi. Tu vois, je suis pas dans... Mais c'est... et d'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal dans les nouveaux cinéastes qui tournent avec des moyens qui sont identiques à ce que tu as ici aujourd'hui, ou moins encore. Le seul luxe, c'est le temps, et je crois que c'est une bonne chose parce que ça permet d'avoir aussi cette manière de tourner là, quoi. Quand je suis arrivé à Haïti la dernière fois, que j'ai tourné au Moulin à Cannes, etc., au début, pendant 3 jours, j'ai pas tourné. J'avais la caméra, elle était là. Je savais pas ce que j'allais faire. Mais ça ne me dérangeait pas. J'avais aucun problème, au contraire. J'étais content de pouvoir maîtriser ça, quoi. Je disais, je tourne pas. Vous avez reçu de Fleur Pellerin, qui est ministre de la Culture française, je ne sais plus comment ça s'appelle, Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Voilà. Avec projection de films Ronde de nuit, justement, en l'ambassade de France. Alors pourquoi est-ce que la France me reconnaît ça? C'est parce que j'ai passé en France après 2013, et Ronde de nuit et Haïti la Terre. Et c'est peut-être mes 2 meilleurs films. Et en tout cas, les Français y étaient extrêmement sensibles, en particulier Haïti, puisque Haïti est, comme on sait, leur terrain d'esclavage. Et que donc, c'est une histoire très compliquée avec leur ancienne colonie. Enfin, c'est plus qu'une colonie, là, puisqu'on est... Et donc, je pense que la France est très sensible à la question d'Haïti. Je pense que le film sur Haïti, le dernier, en tout cas le deuxième... En tout cas, tous les gens qui ont passé du temps à Haïti, ils m'ont dit c'est ça, Haïti. C'est-à-dire que le film n'est pas superficiel et c'est pas un voyageur qui passe comme ça superficiellement sur la réalité d'Haïti. Je crois que le film est bien. Et donc voilà, donc ça, cette distinction, on me l'a proposée. Et donc, je devais remettre effectivement moi-même un formulaire, quoi, ce que j'ai fait. Et puis, je l'ai eu. Ce que j'espérais, c'est que ça allait remettre en cause les occultations implicites de Ronde de nuit et de Haïti la Terre, puisque c'était quand même au départ de ces films-là que la distinction m'a été accordée en France, mais pas du tout. Ça a confirmé la censure des 2 films. La télé n'a pas censuré le film sur Haïti,
Mais tous les festivals l'ont censuré. Donc, est-ce que je suis soudain du côté du glaive parce que j'accepte ça? Je crois pas. Je vois pas d'ailleurs quel pouvoir ça me donne, puisque c'est plutôt le contraire. Le dernier film, qui n'est pas encore sorti mais qui est en cours, donc toujours sur Haïti, devrait s'appeler, en principe, Haïti, une pensée sauvage. C'est un titre qui évidemment fait penser au livre de Lévi-Strauss, et en même temps, on se dit, le sociologue que vous étiez à 20 ans, via le cinéma, est devenu anthropologue. Oui, c'est sûr. Oui. C'est de l'anthropologie, mais il y a aussi, mais ceci, Lévi-Strauss n'était pas exempt de ça, et il y a aussi une certaine poésie, quoi. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Voilà.